Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par APSIS en direction des élus. Nous avons eu un premier webinaire qui était consacré en gros à la production de logements sociaux. Le deuxième tente de répondre à ce qu'on appelle parfois une boîte noire, c'est-à-dire la façon dont les logements sociaux sont attribués. Avoir le nombre d'inscrits sur cette séance, j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse. À mes côtés, pour traiter le sujet, Claire Mulonnière, qui est directrice de clientèle de la SDH, Bénédicte Servan-Bordas, qui est directrice des parcours clientèle à Actis, et Didier Monod, qui est directeur général de Pluralis. Très rapidement, je me présente, Isabelle Rueff, je suis directrice générale d'Alpizer Habitat et présidente d'APSIS, et je remplace un peu au pied levé Stéphane Duport-Rosan, qui aurait dû jouer ce rôle d'animateur, mais qui a eu un souci de santé, donc on lui souhaite de se rétablir très vite. Et nous allons démarrer. En fait, sur les attributions, je crois qu'on est toujours en train de gérer de la pénurie. La pénurie, c'est soit la pénurie de logements quand on est dans un cadre tendu, qu'on appelle tendu, c'est-à-dire quand la demande excède très largement l'offre, soit la pénurie de candidats en zone détendue. C'est pour ça que nous avons besoin de ce partenariat, une volonté de partenariat avec les territoires, et que ce partenariat, il doit aussi contribuer à essayer d'avoir une gestion qui soit la plus simple et la plus claire, la plus lisible possible pour tous. Je vous propose justement, puisque j'ai évoqué la question de la boîte noire, de découvrir une vidéo qui va nous permettre de mesurer un peu ce que les Français pensent de l'attribution des logements sociaux. Je pense que les logements sociaux sont attribués sur une liste d'attente, sûrement auprès de la mairie ou de la gestion HLM. On dépose un dossier, il me semble, et ensuite, en fonction de notre statut, en fonction du nombre de personnes dans la famille, va nous être attribué un logement de manière de plus ou moins rapide. Bon, je ne sais pas du tout comment les logements sociaux sont attribués. Je ne sais pas du tout comment s'attribuer les logements sociaux, oui. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment sont attribués les logements sociaux. En fonction des revenus, des critères, nombre d'enfants, famille, situation. Des personnes qui ont des difficultés sociales, non? Ou même des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir un logement adapté à leur situation ou à leur famille, j'imagine. Je pense aux étudiants, aux gens qui ont besoin, qui sont dans la recherche de logements un peu moins chers que la normale. Les personnes en difficulté, je pense. Les attributions de logements sociaux se font sur critères de ressources et sont adressées prioritairement à des personnes qui même sont plutôt aux ressources faibles, puisque aujourd'hui on a 400 000 attributions de logements sociaux par an. La moitié de ces attributions se font à des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Et quant aux 200 000 autres, ce ne sont pas des privilégiés, ce sont des gens qui sont sous les plafonds de ressources. On va des catégories qui ont des ressources très faibles jusqu'aux classes moyennes, moyennes inférieures. C'est à peu près ça aujourd'hui le niveau du droit à rentrer dans le logement social. Et évidemment, en face de chacune de ces catégories de revenus, il y a des niveaux de loyer différents. Vous n'allez pas payer le même loyer si vous êtes un couple au SMIC ou légèrement au-dessus du SMIC, et si vous êtes un couple avec un SMIC et un RSA. C'est-à-dire que très clairement, aujourd'hui, il y a des catégories de loyers qu'on appelle les loyers PLAI, qui sont les loyers les plus faibles. C'est des loyers au mètre carré. Après, vous avez la catégorie plus, qui est le niveau intermédiaire, et puis vous avez ce qu'on appelle le PLS, qui est destiné aux ressources les plus élevées, mais qui reste sous plafond de ressources. Il y a un très très gros travail qui a été fait d'aller vers plus de transparence des attributions, au sens où les commissions ont des chartes, où il y a des personnes de différents horizons. Donc on a, je dirais, une richesse de réflexion qui permet d'essayer de faire la meilleure proposition possible et de prendre la réalité de la situation des familles. C'est ça aussi l'objectif. Après cette vidéo qui a été riche d'enseignements sur ce que les Français pensent des attributions de logements sociaux, je vais laisser la parole à Claire Mulonnière et Bénédicte Servan-Bordas qui vont vous expliquer
comment ça marche pour de vrai. Merci Isabelle. Alors, le logement social, il s'adresse à qui, Claire? Parce que quand on écoute ce micro-trottoir, ça n'a pas l'air très très clair pour nos concitoyens. En effet, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, le logement social en France a avant tout une visée généraliste, ce qui fait qu'à peu près 70% de la population est éligible au logement social. Alors, pour cette large cible, on a des produits différents en termes de prix, du PLAI qui est le logement le plus abordable, au PLS qui est le logement le plus cher, et on a aussi des produits qui peuvent varier pour des jeunes, par exemple, ou pour des seniors. Donc, on va produire de l'habitat adapté. Mais c'est vraiment important de se dire, en démarrage, que le logement social concerne presque tout le monde en France. D'accord. Donc, comme on va le voir à l'écran, le tableau des plafonds de ressources par type de ménage nous confirme que plus de 70% de la population française est éligible au logement social. Mais il ne faut pas oublier qu'avec la dégradation du contexte socio-économique dans les années 70-80, on a été contraint d'affirmer des priorités pour répondre aux besoins des plus vulnérables, puisqu'on n'avait pas assez de logements sociaux pour répondre à toutes les personnes éligibles. Donc d'un côté, on a eu des lois comme le droit opposable au logement qui sont transcrites dans le Code de la construction et de l'habitation, le CTH, qui ont institué clairement un droit au logement et une priorisation des situations. Alors, les situations prioritaires, elles sont liées à deux aspects. On va avoir la situation résidentielle des ménages, absence de logement, mal logement, situation de suroccupation manifeste, par exemple, et puis la situation personnelle du ménage, des situations de handicap, de santé, des victimes de violences, des problématiques sociales lourdes, l'ensemble étant croisé avec les niveaux de ressources. Et ça fait beaucoup de monde. Quand on regarde, par exemple, à l'échelle de la métropole grenobloise, les personnes sans domicile personnel représentent 30% de la demande. Et si on s'intéresse aux personnes qui ont les plus faibles ressources, celles qui relèvent du premier quartile, elles représentent 25% de la demande, toujours sur la métropole grenobloise. Oui, alors tu l'as dit, au fur et à mesure, on s'est beaucoup plus intéressé au logement des personnes les plus vulnérables. Mais parallèlement, le législateur a aussi voulu éviter la création de ghettos sociaux. Et la loi égalité et citoyenneté, notamment, a mis l'accent sur cette notion de mixité sociale, dont je précise qu'elle se définit uniquement à partir du critère des ressources des ménages. Alors, l'enjeu de cette loi, elle repose sur une double logique, c'est d'orienter les ménages les plus vulnérables hors des quartiers prioritaires, avec un objectif d'attribution de 25% pour ces premiers quartiers dont tu viens de nous parler, hors de ces quartiers prioritaires, et puis dans le même temps, de positionner, en tout cas de faire des propositions de logement aux 3 quartiers supérieurs dans ces quartiers prioritaires. Donc on a vraiment des objectifs, certes théoriques, mais qui sont donc territorialisés. Oui, tu l'as dit, hein, on est quand même dans une approche qui est théorique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une ambition et un cadre qui est très précis. Et surtout, ce qui est certain, c'est que chaque acteur, que ce soit le bailleur social, les communes, les réservataires de manière un peu plus large, on en parlera dans un instant, sur un territoire précis, chaque acteur doit et peut contribuer à l'atteinte de ces enjeux, donc en même temps, loger les publics prioritaires tout en veillant à cet équilibre social et économique des secteurs. On va regarder concrètement qui intervient et comment ça se décline localement et faire un focus plus spécifique sur le rôle des réservataires et des élus locaux. Oui, Bénédicte. Alors, les réservataires, effectivement, ils ont un rôle clé dans le système des attributions. À l'origine, ce sont donc les contributeurs qui, par soit des prêts, des subventions, des garanties d'emprunt, des apports en foncier, ont pu donc contribuer financièrement à la construction des logements. Et en contrepartie de quoi, ils ont obtenu des droits à proposer des candidats sur ces logements réservés. Donc, le CTH prévoit que l'État dispose de droits d'un contingent de 25% qui va être réservé aux personnes défavorisées, et l'État dispose également de 5% pour ses fonctionnaires. Les collectivités locales, quant à elles, donc les communes, les EPCI, parfois les départements, ont jusqu'à 20% de logements réservés en contrepartie de leur garantie d'emprunt. Action Logement, en contrepartie de ces financements qui peuvent varier, peut avoir jusqu'à 50% de ces contreparties pour loger donc les salariés. Et à la marge, on peut aussi constater historiquement des réservataires comme l'armée, la poste, ça dépend un peu du contexte local. D'accord. Donc, 30% des logements qui sont réservés pour l'État, 20% pour les collectivités territoriales, jusqu'à 50% pour Action Logement.
on pourrait croire qu'il reste plus trop de marge de manœuvre pour les attributions en dehors de réservation. Bon, en fait, cette répartition de 30% des logements pour les réservataires, elle va se retrouver principalement sur les opérations récentes. Sur le parc plus ancien, les conventions de réservation ont pu arriver à échéance, où on peut tout simplement ne pas avoir de réservation sur les logements. Dans ces cas-là, lorsque le logement est remis à disposition par le réservataire, c'est-à-dire que le réservataire il dispose d'un délai pour transmettre les candidats au bailleur. Si pendant ce délai, il n'a pas trouvé ce candidat qui accepte le logement, il rend le logement au bailleur. Et à ce moment-là, c'est le bailleur qui va positionner directement le candidat en lien avec le partenariat, notamment les communes, dans le cadre des priorités locales pour aboutir à l'attribution rapide du logement. Donc, c'est important d'avoir en tête que ce système des réservations ne fige pas les attributions. Il doit au contraire permettre à chaque réservataire de proposer des profils de candidats diversifiés. L'État pour les plus prioritaires, les DALO, les personnes qui sont sans logement, Action Logement pour les salariés, et puis les bailleurs sociaux sur des demandes de mutation, les communes et les collectivités sur des priorités territoriales. C'est la logique de ce qu'on appelle la gestion en flux, qui est une réforme en cours, et on ne va pas trop s'attarder sur ce sujet complexe. On va plutôt parler de ce qui est déjà venu transformer nos pratiques en matière d'organisation et de politique d'attribution. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Claire? Avec plaisir. Avec la loi ALUR, en 2014, les établissements publics de coopération intercommunale, donc les EPCI, ont été désignés comme chefs d'orchestre pour organiser, au niveau des territoires, une politique globale de gestion de la demande et des attributions. Alors, qu'est-ce qu'a voulu faire le législateur avec cette loi? En mandatant les EPCI, il a voulu s'assurer que la demande du demandeur de logement pourrait être traitée à l'échelle du bassin de vie. Et par ailleurs, il a voulu que ces instances permettent d'identifier au niveau local des priorités communes pour loger les publics pour loger les différents publics dans un objectif de mixité. Alors, on a pas mal d'acronymes autour de cette politique, donc je vais essayer de vous donner les éléments clés. La Convention intercommunale d'attribution, la CIA, est élaborée à l'échelle de l'EPCI et elle s'appuie sur une analyse des besoins, la connaissance des spécificités du parc social et aussi sur certains outils qui peuvent contribuer à fluidifier, c'est un peu technique, mais à fluidifier le traitement de la demande. Alors, les objectifs de cette CIA, ils sont pilotés par une instance politique qui est la Conférence intercommunale du logement, qui est coprésidée par l'État et le PCI. Et les maires sont membres de droit de cette CIL et à ce titre, bien sûr, ils vont contribuer à orienter cette politique. Alors, Bénédicte, tu peux peut-être nous dire comment cette politique justement va se décliner le monde. Oui, en dehors de l'orientation stratégique qui vient d'être évoquée, cette instance conférence intercommunale du logement, elle supervise également, de manière un peu concrète, le plan partenarial de la demande, un nouvel acronyme, le PPGD. 3 axes de travail pour du plan partenarial de gestion de la demande. D'abord, structurer l'accueil du demandeur. On va le voir, on a près de 32 000 demandeurs en Isère, donc il convient de définir qui accueille, informe et oriente le demandeur. Est-ce que c'est la ville ou son centre communal d'action sociale? Est-ce que c'est le bailleur en direct? Ou est-ce que c'est, comme sur la métropole, un pôle dédié dans le cadre d'un réseau territorial? Par ailleurs, deuxième axe de travail du plan partenarial de gestion de la demande, fluidifier, simplifier, rendre cohérente l'information. On a vu que c'était quand même assez obscur, donc veiller à ce que l'information soit homogène, quel que soit le lieu où le demandeur est accueilli, et garantir ainsi au demandeur une égalité de traitement et une transparence dans l'accès à l'information. Et enfin, il s'agit de contribuer à qualifier la demande de logement social, à bien comprendre le besoin du demandeur pour mieux adapter les propositions ultérieures. Donc là, les communes, elles ont un rôle central à jouer dans l'accueil du demandeur, son orientation, y compris donc concrètement l'enregistrement de la demande de logement social, même si depuis 2017, on a une montée en charge de ce qu'on appelle le système national d'enregistrement et le portail grand public, permettant aux demandeurs de s'enregistrer directement. Et donc, on a 40% de la demande de logement social aujourd'hui enregistrée sur ce portail grand public. La commune est la porte d'entrée du demandeur. Elles sont à la fois contributrices et porteuses des stratégies d'attribution territoriale dans le cadre de cette conférence intercommunale du logement.
À ce titre, il est impératif que le partenariat bailleur-commune permette aux communes d'avoir une bonne connaissance, une bonne compréhension des modalités de traitement de la demande par le bailleur, de sa manière de travailler et de la réalité de l'offre sur ce territoire, les typologies, les disponibilités et la rotation. Oui, parce que c'est vrai que les communes contribuent, on l'a vu, à ces objectifs généraux de la politique de gestion de la demande, mais elles interviennent aussi là où se décident concrètement les attributions, c'est-à-dire lors de la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements, c'est donc la CALEOL. Alors la CALEOL, c'est une instance clé, elle est organisée par le bailleur à échéance fréquente, ça peut être toutes les semaines pour les bailleurs qui ont un parc important. Elle est composée de 6 membres qui sont désignés par le conseil d'administration du bailleur. On y retrouve également le représentant du préfet, le président de l'EPCI et le maire qui est membre de droit de cette instance. Chose importante, le maire dispose en commission d'attribution d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Alors le maire de la commune, il est systématiquement invité lors de la CALEOL. Il peut se faire représenter. Et sa présence est vraiment précieuse lors de la CALEOL parce qu'il dispose d'une très bonne connaissance et il peut éclairer le fonctionnement des quartiers et des résidences. Alors, à noter que les CALEOL, elles s'organisent en présentiel ou de manière dématérialisée, a fortiori avec la période que nous venons de connaître, c'était très pratique et donc ça permet aux élus d'être présents. Alors, on a parlé de la CIL, on a parlé de la CALEOL. Je pense que ce qu'il faut peut-être mettre en perspective, c'est que tous les efforts qui sont faits pour organiser cette politique d'attribution, afin qu'elle soit plus transparente, plus fluide, ça n'empêche pas ce travail de fourmi au quotidien pour trouver, avec le bailleur et les réservataires, le bon logement pour le candidat au logement. Bon, maintenant qu'on a évoqué cadre stratégique et instance, je pense qu'il convient de regarder en quelques chiffres la réalité iséroise. Je vais passer la parole à notre animatrice Isabelle Rueff. Merci Bénédicte. Je vérifie auprès du modérateur, je crois qu'il n'y a pas de questions, donc je rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le chat et que nous y répondrons soit en séance, soit plus tard, mais il n'y aura pas de questions sans réponse. Et donc, je vous propose maintenant de découvrir quelques chiffres clés pour savoir exactement de quoi on parle quand on parle des attributions de logements sur le département de l'Isère. Au niveau des chiffres, peut-être ce qu'il faut noter, c'est qu'on a une demande, près de 40 000 demandes actives en Isère. Alors, quand on dit demande active, ça ne reflète pas forcément les besoins, c'est simplement les personnes qui sont inscrites sur le fichier pour accéder à un logement social. Mais en fait, si on rapporte ça au nombre de logements qui peuvent être attribués, ça veut dire qu'il y a une personne pour 3,73, comme dirait Coluche, il y a des virgules même pour les personnes, et donc un délai de 10 mois d'attente, qui est une moyenne, bien entendu. Dans certaines zones, il est possible d'obtenir un logement très rapidement. Dans d'autres, ça prend beaucoup plus de temps. Au niveau des chiffres clés, je voulais également appeler votre attention sur 2 ou 3 éléments qui me paraissent importants de rappeler sur les demandes. C'est que 58% des personnes qui attendent un logement ne sont pas actuellement logées dans le parc HLM et 42% d'entre elles sont en fait en demandeuses de mutation, donc déjà logées dans le parc HLM. Et puis un autre chiffre qui est important, c'est les 16% de personnes qui sont hébergées, soit chez leurs parents, soit chez des tiers, donc qui n'ont pas de logement personnel et qui cherchent à accéder au logement social. Je passerai très rapidement sur l'âge, qui est une des questions qui est évoquée là, mais peut-être 2 chiffres que je voulais souligner. Ce sont les 45% qui sont des personnes isolées. C'est un chiffre qui est bien supérieur à la proportion française de personnes isolées. Donc, on a une demande qui n'est pas totalement représentative de la population française, mais on sait que l'isolement peut être un élément de fragilité supplémentaire. Et puis également 23% de familles monoparentales, donc pas loin du quart. Là encore, on est sur un élément de fragilité qui fait que les demandes de logement social ne sont pas complètement représentative de ce qu'est la population française
et qui font que, malgré tout, on s'adresse parfois aux personnes, enfin souvent aux personnes les plus fragiles. Voilà ce qui me semblait important de rappeler au niveau des chiffres clés. Merci. On a une question du coup Ah. qui est arrivée. Une question. Voilà, donc je la lis. Quand un bailleur n'invite jamais la commune à ses caléoles malgré la demande du maire, peut-on faire appel à l'APSIS pour rappeler cette obligation au bailleur? Ah, alors parfois il y a des couacs entre ce qu'on dit et, et ce qui se passe. Alors, c'est effectivement pas normal. Alors, je ne sais pas si c'est Apsis le bon interlocuteur. Je ne crois pas qu'Apsis ait un pouvoir réglementaire ou contraignant. Par contre, je pense que l'État a un pouvoir de surveillance et que cela vaut la peine de le rappeler. Mais que ce soit une erreur ponctuelle ou un dysfonctionnement récurrent, je pense que dans ce cas-là, il est important que les instances décisionnaires du bailleur soient saisies officiellement. On est là sur un dysfonctionnement. La commune a toute sa place à partir du moment où le bailleur attribue sur son territoire. Donc, il peut y avoir des loupés. Si c'est récurrent, c'est un problème et il faut que ce soit signalé et traité. Je vais à nouveau peut-être repasser la parole à Claire Mulonnière et Bénédicte Servan-Bordas, qui vont cette fois parler du traitement de la demande. Oui, merci Isabelle. Les chiffres évoqués confirment une pression locative qui est certes relative en fonction des territoires, mais qui est conséquente. On va avoir donc 10 mois d'attente en moyenne, mais sur les territoires les plus tendus, ça peut aller jusqu'à presque 2 ans. Et puis sur les territoires détendus, c'était évoqué tout à l'heure, le bailleur va être, et les réservataires vont être en difficulté pour trouver des candidats. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la plupart du temps, pour le demandeur, c'est long pour avoir une proposition, et c'est même souvent impossible d'avoir la proposition idéale, celle qui répond aux souhaits spécifiques. Plus la demande va être précise, a fortiori en secteur tendu, plus il va être compliqué d'y répondre. Alors, si je m'essaye à résumer un peu tous les enjeux, c'est sûr que le quotidien des bailleurs pourrait paraître parfois un peu complexe, ce qui peut expliquer qu'il puisse y avoir des couacs, comme tu l'évoquais, Claire. Mais on doit faire ce fameux rapprochement offre-demande dans le respect du Code de la construction et de l'habitation. On a vu qu'il couvrait le droit au logement opposable, la mixité sociale, la convention intercommunale d'attribution sur les priorités locales et territoriales, le droit des réservataires. Ce rapprochement offre-demande, il doit être fait dans un délai optimisé parce qu'il est évident qu'il convient de limiter la durée de la vacance du logement social avec le souci de trouver le bon candidat, entre guillemets, par rapport à un logement spécifique, le tout avec des valeurs d'équité et de transparence. Pas aisé. Heureusement, on a un lien opérationnel qui est quand même très fort et éprouvé, qui est concret, entre les services logement des réservataires, des communes et les services attribution des bailleurs sociaux. Ça va permettre une instruction de la demande de logement social qui est majoritairement efficace et efficiente. C'est là une valeur ajoutée forte des bailleurs, savoir trouver des solutions aux demandes spécifiques, pas à toutes les demandes, mais aux demandes spécifiques dans le cadre du partenariat avec les communes et les réservataires. Et alors, du coup, comment ça se passe, ce partenariat, concrètement? Alors, concrètement, sur le traitement de la demande, lorsque la demande est bien enregistrée sous ce fameux outil informatique commun, le système national d'enregistrement, donc carte d'identité, avis d'imposition, le candidat peut être positionné par un réservataire ou par le bailleur, souvent en lien avec la commune quand elle n'est pas elle-même réservataire. C'est à ce moment-là que les situations particulières vont être signalées au bailleur pour construire une réponse ad hoc. Le dossier peut alors être complété pour que le bailleur puisse vérifier l'éligibilité du demandeur, ces fameux plafonds de ressources qu'on évoquait en préalable, et puis l'effectivité de sa situation, la taille du ménage, le niveau de ressources actuel nécessaire au paiement du loyer, la priorité ou non du motif de la demande. En fonction des situations, on peut avoir une visite du logement ou pas, et puis on va avoir la commission d'attribution qui va se tenir, qui va statuer sur au moins 3 candidatures et qui va les classer par ordre de priorité. À l'issue de la commission, la décision, que ce soit un refus d'attribution, ça arrive quand le dossier n'est pas conforme, ou alors une attribution par rang de priorité, cette décision va être notifiée par écrit au candidat qui va disposer d'un délai de 10 jours pour se prononcer. S'il le refuse, le bailleur va passer au candidat de rang 2. C'est ce qu'on va appeler un traitement assez administré de la demande. On a d'autres manières de travailler. Claire, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, en effet, on a d'autres manières de travailler parce que l'un des objectifs des lois dont on vient de parler, qui se sont succédées, c'était aussi
de faciliter pour le demandeur l'accès au logement, qu'il puisse mieux comprendre comment ça se passe, et notamment un des sujets, c'est l'accès à la demande de logement et à l'offre du bailleur. Et donc, le législateur nous a permis de passer par ce qu'on appelle la location active, ou location voulue, ou location choisie. Alors, derrière ces termes, le principe, c'est assez simple, c'est de s'inspirer de ce qui se fait dans le privé et de mettre en ligne l'offre disponible, une partie de l'offre disponible du bailleur social. Et ainsi, le demandeur devient actif, une location active, et peut se positionner de lui-même sur l'offre. Alors, comment ça fonctionne? C'est vraiment gagnant-gagnant pour le bailleur et pour les réservataires et pour le futur locataire, puisqu'il s'est positionné de lui-même, le demandeur va a priori choisir un logement qui lui convient. Ça va limiter les refus qui sont classiquement, qu'on retrouve classiquement dans notre travail de rapprochement offre-demande. Et puis, pour le demandeur, ça lui permet d'avoir accès à des logements quand parfois sa demande est bloquée depuis quelques temps. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des publics prioritaires. Quand le demandeur est moins prioritaire, par exemple, il veut bénéficier d'une mutation, et il peut voir sa demande un peu bloquée. Et pour les réservataires, notamment pour les communes, c'est aussi un biais. C'est-à-dire que si vous avez en tant qu'élu un demandeur qui vient vous voir, qui vous dit que sa demande est bloquée, vous pouvez le réorienter vers cette location active. Donc ça fonctionne plutôt bien, si bien qu'en Isère aujourd'hui, grosso modo, on a à peu près 30% des attributions qui se font grâce à un positionnement par la location active. Et au final, ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est qu'on constate que le profil de ces ménages n'est pas si éloigné, mais plutôt assez similaire avec ceux qui vont être positionnés par le bailleur. Donc globalement, on peut considérer que c'est plutôt un système vertueux et qu'on voit bien là que les bailleurs, dans leur quotidien, essayent quand même au maximum avec les partenaires de faire leur métier, c'est-à-dire de trouver le bon logement pour le demandeur. Ouais, merci Claire de finir sur une note dynamique. Donc on voit que malgré cet univers très normé qu'on vous a exposé, parce que c'est le cadre de travail qui nous incombe, les bailleurs sociaux cherchent, grâce à des échanges directs avec les services opérationnels, à accompagner les différents acteurs dans le respect de ce cadre juridique, pouvoir se repérer un peu. À travers un partenariat concret avec les territoires, les bailleurs vont toujours chercher à trouver des réponses précises aux situations spécifiques de certains demandeurs, on l'a déjà évoqué. Les bailleurs cherchent à développer, à renforcer les outils qui vont rendre les demandeurs acteurs et responsables de leur parcours locatif. Et puis de manière générale, on va chercher à concourir à fluidifier, à simplifier les attributions de logements sociaux. Merci. Merci Claire, merci Bénédicte. Nous allons ouvrir une séquence questions-réponses, si du moins il y a des questions. Donc je me tourne vers notre modérateur. On a une question. Comment obtenir la liste des logements réservés pour les EPCI par bailleur? La liste des logements. Donc une question qui concerne la liste des logements réservés par EPCI pour les bailleurs. Pouvez-vous répondre? Oui, rapidement, on l'a effleuré, la rédaction de la gestion. On a eu à faire le bilan de l'état des réservations, notamment par EPCI. Donc, en principe, c'est des choses qui ont dû être transmises aux EPCI, notamment ceux dotés d'un PLH. Et sinon, c'est des choses qui peuvent être demandées au service de gestion locative des bailleurs si nécessaire. Mais c'est bien dans le cadre de l'état des lieux lié à la gestion en flux que ça a dû être transmis aux EPCI concernés. Je vais donc passer la parole à Didier Monod, qui, en qualité de grand témoin, va faire part de ses réactions et sur tout ce qui a été dit et sur les questions qui ont été posées lors du webinaire. Didier, tu as la parole. Merci. Merci Isabelle. Oui, on vous a présenté ce matin un certain nombre d'éléments très, très techniques. Je n'aurai pas la prétention en quelques minutes de revenir dessus. Ils vous ont été présentés avec beaucoup de détails et de précision. Je voulais revenir peut-être simplement sur le film qui a lancé un peu notre intervention et rappeler la très très grande diversité des situations des demandeurs. On a dit plus de 31 000 demandeurs en Isère.
On voit d'abord que le volume est important, on voit que les situations sont pour une partie codifiées dans des documents, mais pour d'autres relèvent du subconscient de chaque demandeur, d'où cette difficulté à faire coïncider l'offre et la demande. Pour autant, et du coup, bien évidemment, si on se place du côté du demandeur, on comprend cet effet boîte noire, puisqu'on a une demande de logement, j'allais dire simple pour le demandeur, très complexe et très nombreuse pour nous, et en face, un dispositif, lui aussi particulièrement complexe, avec de nombreux acteurs qui sont absolument nécessaires pour porter cette politique du logement et arriver à ces attributions. Mais pour autant, on comprend le décalage entre la perception qu'en a le demandeur et la réalité de la mécanique qui se met en place. On a une obligation d'essayer de rendre, sinon transparent, on voit bien que la complexité rendra la chose difficile, mais au moins de simplifier les choses et de communiquer avec ce demandeur pour éviter cet effet boîte noire et ce décalage avec la population qui est en attente d'un logement. Pour ça, on a évoqué la location active, qui est au-delà des volumes que ça représente, qui est un formidable outil pour replacer le demandeur au centre de ce circuit et le rendre réellement acteur de sa demande en se positionnant et en luttant contre ce que nous mesurons qui sont les refus. On a à peu près un tiers des propositions qui sont faites, qui sont refusées par le demandeur, alors qu'elles semblaient correspondre à sa demande. Mais là encore, j'en reviens aux éléments qui sont dans le subconscient du demandeur et que bien évidemment, on ne peut pas appréhender. Peut-être préciser en complément de ce qui a été dit aussi un élément sur les mutations qui sont un facteur important et qui ont un effet un peu induit sur les demandeurs. On voit que dans un certain nombre de situations de ces refus, ce n'est pas tellement que le logement ne correspond pas à la demande, mais c'est que le demandeur a du mal à se projeter sur une très longue durée sur le logement qu'on lui propose. Et il a peur qu'en l'acceptant, il se trouve un peu bloqué dans son futur parcours. Or, quand on regarde les chiffres, ce n'est pas du tout la situation, puisqu'on a, ça vous a été donné tout à l'heure, un très gros tiers, on était plutôt à 30%, on est plutôt à 40% de demandeurs de logement qui sont déjà logés dans le parc et donc qui sont en fait en train de nous demander une mutation de logement. Et cette proportion est sensiblement la même quand on regarde les attributions qui sont réalisées. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'avantage à être un locataire du parc quand on demande un autre logement, mais pour autant, il n'y a pas non plus de frein et de pénalisation du locataire du parc dans sa demande de mutation. Voilà. Donc en tout cas, cette table ronde, elle a permis de montrer, me semble-t-il, ce décalage entre la perception qu'en a le demandeur, lui tout seul, avec sa propre demande de logement, et puis la machine, j'allais dire la formidable machine extrêmement complexe, vu le nombre d'acteurs, le rôle de chacun, les process qui sont mis en place, les différentes réunions. Peut-être un des éléments à venir, ce sera dans les mois ou semestres qui viennent, puisque la législation devrait évoluer à l'horizon de 2 ou 3 ans, que sera la cotation, qui sera un élément qui permettra aussi aux demandeurs de se faire une idée de sa position dans la file d'attente. En tout état de cause, quand on a 31 000, un peu plus, bientôt 32 000 demandes en Isère, et qu'on a une production qui est en total décalage, on voit bien que les 10% de taux de rotation ne peuvent pas répondre à ces 31 000 logements, et que la seule façon d'améliorer cette tension, c'est de produire, et bien évidemment de le faire avec les collectivités sur les territoires desquels cette offre peut se développer. Merci Didier pour ces explications et cette conclusion qui est extrêmement claire. Très rapidement, toutes les questions appelleront des réponses. Donc, vous pouvez continuer à les poser sur contact@apsis.fr. Nous avons un prochain webinaire le 2 juin à 8h30. Ce format nous a paru intéressant. Et donc, comme bailleur social, notre caractéristique, c'est qu'on produit des logements, on les attribue et ensuite on les gère.
Et donc, ce dernier webinaire portera sur la gestion des logements. Et donc, quand on parle gestion, on parle aussi bien de gestion sociale, locative, et de gestion patrimoniale. À quel niveau de performance, par exemple, on amène notre patrimoine. Vous aurez un questionnaire de satisfaction auquel je vous invite à répondre, ce qui nous permettra, là encore, de caler ce troisième webinaire pour répondre, j'espère, de mieux en mieux à vos attentes. Et merci à tous d'avoir assisté à cette séance.